Lorsqu'on regarde à quelques jours du déconfinement ou du desserrement du déconfinement qui aura lieu à partir du 11 mai, et quand on regarde la France par rapport à la plupart de ses voisins, qui d'ailleurs très souvent ont commencé à déconfiner, comme c'est le cas de nombreux Länder en Allemagne, par exemple comme la Bavière ou comme l'Italie qui a commencé son déconfinement, on s'aperçoit que la France est marquée par une atmosphère de défiance vis-à-vis de ce déconfinement, comme du confinement d'ailleurs, beaucoup plus importante, cette atmosphère, que dans le reste des pays, que ce soit d'ailleurs les pays européens ou d'autres pays dans le monde. Tout d'abord, les équipes qui sont en charge de ces politiques de confinement et de déconfinement font l'objet d'une profonde défiance. Le Premier ministre, le Président de la République sont beaucoup moins portés par la confiance que ne le sont les premiers ministres dans les pays européens ou les présidents de la République lorsqu'ils existent dans des régimes présidentiels. Il y a là une spécificité française tout à fait étonnante, enfin que l'on connaît depuis de longues années, mais qui perdure dans cette situation exceptionnelle. D'autre part, quand on regarde les dernières enquêtes, là aussi, on est frappé de voir que 60% des Français n'ont pas confiance dans la stratégie de déconfinement qui est mise en place par le pouvoir. Il y a là donc toute une série d'éléments tout à fait particuliers qui font qu'on a une véritable spécificité française, exception française, qui n'est pas forcément un avantage pour réussir la difficile expérience de déconfinement que nous allons entamer dans quelques jours. Alors ce pays, la France, pays beaucoup plus défiant, beaucoup plus critique, beaucoup plus pessimiste, beaucoup plus en colère aussi. Ce qui est frappant de voir, c'est que 60% des Français disent aujourd'hui qu'ils sont en colère. Ce n'est le cas ni des Allemands, ni des Italiens, ni des Espagnols, ni des Portugais, ni des Britanniques. Donc il y a là une colère à l'aube de ce déconfinement qui est extrêmement importante et dans beaucoup de milieux très divers, sociologiquement et politiquement. Alors, cette colère, d'abord, que va-t-elle donner? Et surtout, comment l'expliquer? On pourrait l'expliquer de manière conjoncturelle, en disant, voilà, il y a eu depuis 2-3 ans, en effet, de forts mouvements sociaux, les Gilets jaunes, en 2018-2019, la forte protestation contre la réforme des retraites, en 2019 jusqu'au début de 2020, qui ont accumulé toute une série de colères qui sont aujourd'hui encore lisibles. Oui, cette explication conjoncturelle permet d'éclairer la colère et le malaise actuel, mais il ne permet pas d'en comprendre les racines profondes. Alors, cette exception française, exception du pessimisme, exception de la colère, comment en comprendre les racines profondes? Et on peut présenter, pour essayer d'y voir un peu plus clair, plusieurs pistes. La première piste, c'est que la France est une ancienne grande puissance, devenue, comme le disait Giscard d'Estaing, une puissance moyenne. Et il y a certainement dans nos têtes, chez les décideurs comme chez les citoyens de base, une nostalgie de cette grande puissance qui nourrit l'idée que la France, au fond, n'a plus les moyens de ses ambitions qui, encore au début du XXe siècle, la rendaient présente dans le monde entier au plan culturel, au plan politique et au plan économique. Et il y a là, dans ce travail du deuil, certainement difficile, une nostalgie qui permet de comprendre la mauvaise humeur française. Une deuxième piste, c'est ce qu'on pourrait appeler, ou ce que François Furet, l'historien du communisme français, appelait la passion révolutionnaire. Cette passion révolutionnaire, elle est à comprendre d'ailleurs dans la continuation de ce que Alexis de Tocqueville appelait la passion pour l'égalité, une passion
franco-française que l'on voit, j'allais dire, jour après jour, toujours à l'œuvre dans le corps social français. Cette passion révolutionnaire, elle a des avantages, elle suscite des sursauts, une énergie, mais elle peut avoir des inconvénients. Le principal inconvénient, c'est de toujours juger l'existant par rapport à un idéal révolutionnaire qui pourrait venir après une période de collapsus, une période de rupture. Et bien sûr, la réalité du régime politique et social est toujours un peu fade, un peu pâle, un peu médiocre par rapport à cette comparaison d'un État idéal qui serait l'État venu après un changement radical. Et on comprend très bien comment cette passion révolutionnaire nourrit, tel un flux permanent, nourrit une contestation radicale. Nombre de Français ne sont pas heureux de l'air qu'ils respirent, c'est le cas de le dire. Ils n'en sont pas heureux du cours de la société et du système politique tel qu'il va, et cela nourrit, oui, de l'insatisfaction, de la revendication et de la colère d'en finir avec un monde que l'on ne considère pas comme étant vraiment désirable. Ça, c'est une deuxième piste, je crois, qui permet peut-être d'éclairer le cas français. Une troisième piste, c'est tout de même, bien au-delà d'ailleurs de la rupture de 1789, la structure tout à fait particulière de notre État. Un État centraliste, caractérisé par un système de pouvoir très pyramidal, autoritaire, rétif à la concertation. On le voit bien en ce moment, aussi bien en ce qui concerne la concertation avec les enseignants pour le déconfinement dans les écoles, en ce qui concerne la concertation avec les entrepreneurs, les syndicats, pour ce qui concerne le déconfinement dans les entreprises. Il y a eu au fond très très peu de concertation, et d'ailleurs nombre de leaders syndicaux, comme Laurent Berger, le patron de la CFDT, s'en plaignent. Mais on est là au cœur d'un système français, ce système étatique, pyramidal, qui a tendance, comme le disait récemment Ronnie Broman dans un entretien dans le journal Le Monde, qui a tendance à tout simplement infantiliser les citoyens et à les rendre encore plus exigeants et encore plus insatisfaits. La demande n'est jamais satisfaite. Et Michel Schneider l'avait très très bien décrit dans un livre qu'il avait consacré à l'analyse de l'État en France, qui est une figure, disait-il, maternelle depuis l'État-providence, mais qui ne satisfait jamais des citoyens quelque peu infantilisés et en réclamant toujours plus. Et puis enfin, je crois qu'on pourrait essayer d'explorer une quatrième piste pour essayer de comprendre cette spécificité française, qui est en lien d'ailleurs avec la troisième sur l'État, c'est-à-dire les élites françaises, élites politiques, élites administratives qui font fonctionner l'appareil d'État, élites économiques qui d'ailleurs viennent souvent de la même matrice, du même milieu que les élites politiques et administratives. Ces élites, les Français s'en méfient et s'en méfient de plus en plus. Toutes les enquêtes, et en particulier les enquêtes de Sciences Po, montrent une défiance vis-à-vis de ces gens d'en haut, de cette société d'en haut, qui est une défiance tout à fait vertigineuse. Et comment mettre en œuvre de manière satisfaisante des politiques publiques édictées par ces élites politiques, administratives, économiques, sans la défiance, ou plutôt sans la confiance, mais avec une défiance majeure. Cela ne peut pas marcher. Et au fond, on s'aperçoit de plus en plus qu'en France, les élites, plutôt que d'être la solution, deviennent de plus en plus un problème. Ça n'est pas tout à fait nouveau, et cela doit apporter, dans les mois et les années qui viennent, de la part des pouvoirs publics, si l'on veut restaurer le lien de confiance sans lequel aucune politique publique et aucune représentation politique ne peut être efficace, eh bien, si on veut restaurer cette confiance, il faudra certainement, oui, un jour, changer nos élites.